Philippe Ballard est notre invité, député Rassemblement National de l'Oise, porte-parole de votre parti, le RN. Est-ce que le Rassemblement National va voter la motion de censure, et faire tomber le gouvernement ? Je pense que vous avez écouté Marine Le Pen, Jordan Bardella, ces derniers jours. Rien n'est exclu, effectivement. Pourquoi ? Parce que déjà, les lignes rouges qui avaient été fixées, mais c'est pas nouveau, de mémoire, le 29 août, quand Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient rencontré le président de la République, pour l'instant, elles sont franchies, notamment ce qui concerne le pouvoir d'achat des Français. Et puis, pardon, mais c'est un budget qu'aurait pu présenter Madame Borne, Monsieur Attal et tous ceux qui les ont précédés. Mais vous êtes surpris ? On a l'impression... écoutez, Monsieur Barnier, c'est pour ça qu'on avait eu cette attitude et ces propos au mois de septembre, au mois d'octobre. Il nous avait dit, je vais vous écouter, je vais vous entendre, je vais vous écouter. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'engagé. Vous pensiez vraiment qu'il allait dans votre sens, Michel Barnier ? Vous y avez cru une seconde ? Non, mais... Toutes nos propositions, on a présenté un contre-budget. C'est Jean-Philippe Tanguy qui a présenté ce contre-budget, avec des recettes, avec des dépenses. Il n'y a rien de repris dedans. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se fiche de nous. Mais nous, c'est pas les 125 députés Rassemblement National, c'est pas le problème. C'est les 11 millions de Français que nous représentons. Il faut peut-être quand même commencer à nous entendre et à nous écouter surtout. Mais justement, quand on regarde les sondages, les sympathisants RN veulent une motion de censure. Donc j'imagine que ça joue aussi dans la décision qui va être prise par Marine Le Pen. Mais vous faites référence, je pense, à ce sondage ELAB qui est sorti il y a 48 heures. Il y a une majorité de Français. 51%, une très courte majorité. C'est la première fois. Et effectivement, dans notre électorat, moi j'étais dans ma circonscription le week-end dernier, les gens me disent, mais on va payer plus... Ils pensaient à l'électricité, parce que ça a marqué les esprits. Plus de taxes sur l'électricité. Oui, mais le prix va baisser, Philippe. Non, mais la matière première. Mais là, on parle des taxes. C'est-à-dire, on pouvait redonner du pouvoir d'achat aux Français. Non, mais les ménages, ils regardent la facture. Ils ne regardent pas les 3/4 de la facture. Si elle baisse par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle a été tout au long de l'année, ça reste une baisse. Ça va être 6 milliards de plus. La matière première, alors pour l'instant baisse, d'accord, parce qu'entre parenthèses, tant qu'on ne sera pas sorti de ce mécanisme de fixation du prix de l'énergie dicté par l'Union européenne, on n'en sortira pas. Mais alors il se passe quoi, Philippe Ballard, après Pour finir de répondre, les taxes vont augmenter. En fait, pour faire simple, elles avaient été baissées au début de la crise énergétique, à peu près 2 ans. Et là, on les augmente, mais à un niveau supérieur à ce mais Monsieur Ballard, pardon, mais les gens qui vous regardent ne vont pas comprendre parce qu'ils vont recevoir une facture qui baisse par rapport à ce qu'ils avaient avant. Pas du tout. Non, pas du tout. Les factures vont baisser. Ils vont regarder ligne par ligne. La ligne fiscalité, les taxes vont augmenter. La matière première, mais pour l'instant, attendez, qu'est-ce qui vous garantit que le prix de la matière première électrique, l'électricité ne va pas remonter ? Rien, mais ça sont des spéculations, ce ne sont pas des faits. Ça sont des spéculations. On pourrait redonner du pouvoir d'achat. Non, mais restons sur les faits. Une fois que vous faites tomber Michel Barnier, derrière, il faut quoi ? Michel Barnier à nouveau avec un autre gouvernement ? Mais on n'est pas responsable de la situation actuelle, sous Emmanuel Macron. Sous Emmanuel Macron, c'est 1200 milliards de dettes supplémentaires. Cette année, on a emprunté 275 milliards d'euros, on est d'accord ? 325 milliards d'euros l'année prochaine. Et cerise sur le gâteau, quand même, on prête à la France à des taux, selon les jours, plus importants que l'Espagne, le Portugal ou même la Grèce. Donc, on n'est pas responsable de la situation. Oui, mais la question que vont vous poser d'ailleurs vos électeurs quand vous allez les croiser à Noël, et que le gouvernement, s'il tombe, est tombé, ils vont vous dire, mais il se passe quoi maintenant ? Alors il se passe quoi ? Parce qu'il n'y a pas de dissolution possible avant l'été prochain. Oui, absolument. Donc il se passe quoi ? Mais on n'est pas responsable de nos électeurs, puisque vous faites référence à eux, ils nous disent mais faites tomber ce gouvernement qui se fiche de nous. Oui, mais en même temps, vos électeurs veulent pas le chaos non plus. C'est là le paradoxe. On leur dira, on va attendre. Alors déjà, on va attendre le texte final, parce que là, il est reparti au Sénat. On se doute un peu de l'issue des débats. S'il y a un 49.3, et il y aura selon toute vraisemblance un 49.3, à ce moment-là, le gouvernement, donc Michel Barnier, a la main, et il peut réincorporer dans le budget des éléments selon sa bonne volonté. Est-ce qu'il reprendra des éléments qui appartiennent, qui sont nos lignes rouges, qui sont des réformes structurelles ? Il n'y a rien. Il n'y a aucune réforme structurelle dans une question actuelle. Mais juste, c'est bien sûr. Il y a une situation de tension. Vous êtes d'accord, hein, les finances publiques sont déséquilibrées. On est face à une crise. Moi, je voudrais savoir qui doit faire des efforts. Dans votre esprit, qui doit faire des efforts ? Je renvoie au contre-projet budgétaire. On fait des économies sur notre contribution au budget de l'Union européenne. Vous voyez, tiens, un bon signe de Michel Barnier. On a voté, et c'est un amendement Rassemblement National qui est passé. On a 40 amendements qui sont passés. C'est une première. C'était 0 sous la précédente législature. 5 milliards en moins, contribution de la France au budget de l'Union européenne. Que ça soit incorporé dans le texte final. Ballard, l'Union européenne nous dit vous payez moins, on va vous donner un peu moins de politique agricole
commune, qu'est-ce qu'on va dire à nos agriculteurs? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, c'est pas des petits pays, ont obtenu des ristournes sur leur contribution au budget de l'Union européenne? Et pourquoi nous, on le fait pas? Et puis, alors, cette histoire de dire, c'est de l'argent qui n'arrive pas pour nos agriculteurs, vous le savez, on est contributeur net. Donc, on envoie un chèque à Bruxelles, un gros chèque. Mais eux, ils nous renvoient un tout petit chèque. Voilà. Je voudrais vous montrer une vidéo. Elle est filmée en marge du G20 au Brésil. Emmanuel Macron répond à un monsieur qui est haïtien, qui l'estime responsable de la situation en Haïti. Et selon l'entourage du président de la République, il a voulu appuyer son propos et dire que la France n'était pas responsable. Et les propos, selon l'entourage du président de la République, étaient un peu vifs de l'autre côté. Voilà ce qu'a dit le président. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Je l'ai défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Comment vous réagissez à cela? Je découvre la vidéo en même temps. Je retiens évidemment la dernière phrase. Pardon, ils sont complètement, je suis obligé de la reciter, ils sont complètement cons. Enfin, on ne dit pas ça d'un peuple quand on est président de la République. On avait des dirigeants. À Nicolas... des dirigeants qui ont chassé le Premier ministre. On se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture, hein, casse-toi pauvre con, ça lui avait coûté cher. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste de la situation en Haïti, mais enfin, c'est une situation où je lisais une dépêche, les affrontements entre policiers et gangs ont fait plusieurs dizaines de morts. C'est un pays malheureusement qui subit des tremblements de terre, enfin, qui est complètement à la dérive. Je ne suis pas assez spécialiste d'Haïti pour vous parler de l'ancien Premier ministre, mais il y a une instabilité politique. Enfin, il y a des présidents qui sont renversés, il y a des coups d'État permanents. Enfin, moi, je pense au peuple haïtien qui subit tout ça. Oui. En revanche, vous êtes suffisamment spécialiste du Rassemblement national pour nous expliquer ce qui se passe avec l'histoire du casier judiciaire vierge. Alors, Jordan Bardella, dans une émission de télévision, explique qu'il faut faire preuve d'une probité absolue, zéro condamnation pour exercer des responsabilités politiques. Sauf que Marine Le Pen, elle vient d'être condamnée, elle fait appel de sa condamnation. Mais réquisition. Oui, la réquisition, pardonnez-moi, mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que c'est un raté ? Mais non, mais Jordan Bardella, Marine Le Pen, ils s'en sont expliqués. Jordan Bardella s'en est expliqué, Marine Le Pen aussi. Bon, Marine Le Pen, sur RTL, cette semaine, elle a dit « j'attends la relaxe ». Et je pense que quand on voit le dossier, ça sera la relaxe. Après... Et si elle est condamnée ? Oui, le numéro 3. C'est celui qui est demandé. Parce que, pardon, mais enfin, entre être candidat aux élections départementales, candidat à une élection présidentielle, c'est pas tout à fait la même chose. On peut tenir compte quand même du parcours de chacun. Et puis être condamné parce qu'on appartient à un réseau pédocriminel ou parce que son entreprise a fait faillite, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Philippe Ballard, est-ce qu'avec des propos comme ça, vous ne faites pas exactement ce que vous condamnez en permanence, c'est-à-dire vous et les autres du RN, passez votre temps à condamner le système, les gens qui se mettent d'accord, qui s'accommodent, vous faites valoir la probité, la différence, une nouvelle façon de faire la politique, vous faites exactement ce que font tous les autres. Vous dites, attention, il y a des condamnations, elles ne sont pas toutes les mêmes, etc. etc. Attendez, il n'y a pas encore une et je précise, j'allais le dire, elle n'est toujours pas. Pardon, mais ce sont ces réquisitoires, et c'est pour ça que je citais la phrase de Marine Le Pen cette semaine. On se projette sur l'éventualité. L'éventualité d'une condamnation. L'éventualité, je pense qu'elle ne se posera pas, parce que Marine Le Pen, au regard du dossier, sera relaxée. Enfin, ce dossier si elle ne l'est pas. est complètement vide. Vous devez vous préparer au fait qu'elle ne le soit pas. On se place, c'est une élection présidentielle. Non mais attendez, le plus grave dans tout ça, c'est si elle est déclarée inéligible avant même d'avoir fait appel et du jugement en appel. C'est ça qu'il faut voir. Après, ces petites phrases, c'est un petit peu... Dans le réquisitoire, il y a une condamnation provisoire. Il y a une condamnation provisoire dans le cas duquel l'appel ne serait pas suspendu. Oui, mais d'accord, mais ça veut dire qu'elle ne peut pas, dès que le jugement est prononcé, début 2025, c'est stop. Et puis, il y a même, je pense à Louis Alliot, par exemple, le maire de Perpignan, qui lui, pour un élu local, c'est encore plus dur, c'est que là, il perd son mandat, il ne peut pas se représenter. Mais vous trouvez que la justice est trop répressive ? Que les juges y vont trop fort ? C'est une justice politique, là. Pas Marine Le Pen l'a dit. Mais c'est une loi qui date de 2019 qui s'est appliquée à d'autres. La chaîne de dépendance. Il y a eu un jugement politique pour tuer Marine Le Pen. Il n'y a pas de pour jugement. Accessoirement tuer. Non. Le réquisitoire. Et ces réquisitoires allaient jusqu'au bout. C'est fait, oui, clairement. Le parquet, il défend la société. Oui, enfin, il est la voix. Vous êtes d'accord ? Non, mais il est la voix du ministère. Un dernier mot, Monsieur Ballard. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Il doit donc être interpellé s'il se présente sur le sol d'un des signataires. Est-ce que s'il vient en France, il faut arrêter le Premier ministre israélien ? Mais moi, je regardais, parce qu'il y
Il y a 3 personnes. Hein. Oui. Monsieur Netanyahou, Monsieur Yoav Gallant et Monsieur Dave, qui est le patron de la branche armée du Hamas. Ouais, qui est peut-être mort. Mais je regardais, parce que vous affichez les 3 photos tout à l'heure sur LCI. Enfin, il y en a un, c'est juste peut-être mort, mais le chef un des responsables d'un mouvement terroriste. Je veux dire, moi, je ne suis pas le porte-parole de M. Netanyahou du gouvernement israélien. Est-ce qu'il faut l'arrêter s'il vient en France ? C'est juste, Israël, c'est le premier rempart face aux islamistes. Voilà, c'est ça la réalité. Et le Hamas est un mouvement, comme le Hezbollah d'ailleurs, c'est un mouvement terroriste. Donc, Monsieur Ballard, je pense qu'il y a une disproportion, mais totale et j'entends ce que vous dites. Vous prétendez à l'exercice du pouvoir. Si demain le RN exerce le pouvoir, Monsieur Netanyahou est toujours visé par un mandat d'arrêt. Madame Le Pen le reçoit en France. Est-ce que vous le faites arrêter ? Comme Monsieur Orban, en vertu du droit international. Va l'accueillir sans l'arrêter. Eh ben, Marine Le Pen ira peut-être voir M. Netanyahou en Israël. Ce sera peut-être plus simple. Donc vous estimez qu'il ne faut pas l'arrêter s'il vient en France ? Mais ça serait ubuesque. Je pense que ça serait délirant. Enfin, c'est-à-dire que je comprends pas. Il y a une décision de justice internationale que vous refusez d'appliquer. On pense ce qu'on veut de la décision de la politique de M. Netanyahou. Encore une fois, c'est le premier rempart pour lutter contre l'islamisme. Donc, enfin. Vous vous rendez compte dans quel système on rentre? Donc ça veut dire qu'on arrête quelqu'un de la CPI encore une fois, en fonction de. Mais vous avez lu la décision. Pourquoi? Parce qu'il se livrerait à un génocide à Gaza. Alors. Non. La vie d'un enfant, la vie d'une femme palestinienne, ça vaut la vie d'un enfant ou d'une femme israélienne, dont acte. Mais le problème, c'est que c'est un combat qui est mené contre un mouvement terroriste. Dans quelques instants, l'info en plus. Merci Philippe Ballard. Merci beaucoup.